Très bien. Donc, bonjour à tout le monde et bienvenue. Marhaba bikoum في le webinaire d'aujourd'hui qui reçoit Salah Din Fadel, qui est kinésithérapeute de sport et spécialiste en prévention et en réathlétisation. Aujourd'hui, avec Salah Din, غادي نشوفوا l'approche en fait au-delà des muscles de la rééducation du LCA, le ligament, enfin les ruptures, la ligamentoplastie en fait du ligament croisé antérieur. Donc, on va voir une nouvelle approche. Le webinaire d'aujourd'hui, il rentre dans le cadre d'une série de webinaires animés par notre cher collègue Salah Din Fadel, qui sera autour du sport et de la prévention. Donc, à titre d'information, Lyon Maradine Chauffeau, l'approche au-delà des muscles. Le prochain webinaire, on abordera l'apport des neurosciences dans la rééducation du LCR. N'est-ce pas, Salah Din? لا في هذا الويبينار غنهضروا على لابور دي نورosciences. D'accord, parfait. Donc, les prochains webinaires, ان شاء الله غادي يكون على لو روتور au sport. Le retour au sport, la réathlétisation et les différentes stratégies de prévention. Très bien. Donc, marhaba bikoum à tous. Partagez le lien ou partagez le live avec des collègues ou avec des personnes que ça intéresserait de votre entourage, si vous voulez. L'enregistrement sera disponible sur la chaîne de l'UMPKSP. Et comme toujours, donc on remercie l'Union des kinésithérapeutes, des kinésithérapeutes du Grand Casablanca et de la région de Stade, ainsi que toutes les fédérations pour leurs efforts. Mais nous remercions surtout l'Union de nous accueillir aujourd'hui. Salah Din, marhaba bik. Merci beaucoup de ta générosité et ta participation. Marhaba bik, Habibi. Un plaisir. Donc, bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Bonsoir tout le monde. Toujours un plaisir de vous revoir, de revoir mon ami Sidi Hamza. On commence à s'accoutumer à Sidi Hamza. Bien sûr, bien sûr. C'est comme ça que commencent les bonnes habitudes. Donc, le sujet d'aujourd'hui, on va parler de la prise en charge de la lésion du LCA, penser au-delà des muscles. Pourquoi ce titre? Eh bien, on va essayer de poser un modèle basé sur les nouvelles recommandations, les nouvelles études qui ont été faites sur l'apport des neurosciences dans la rééducation du LCA. Il y a de l'actualité, il y a beaucoup à dire sur le sujet, et donc c'est ce qu'on va essayer de voir durant ce webinaire. Donc, ce webinaire s'inscrit dans une série. On va essayer de faire une série de 3-4 webinaires. On va essayer d'englober le sujet du LCA, pas de façon exhaustive, mais on va essayer de mettre le point sur des choses un petit peu importantes, basées sur le modèle factuel de la prise en charge, et aussi l'actualité de plusieurs sciences, à savoir les neurosciences, les sciences de la préparation physique et tout ça. Et aussi, spécifiquement dans ce webinaire, on va essayer de montrer l'intérêt des neurosciences sur le sujet. Donc, comme introduction, la lésion du LCA pour un sportif de haut niveau ou pour un sportif amateur demeure une pathologie avec des conséquences néfastes importantes, que ce soit la pratique sportive ou bien l'avenir sur le long terme du genou. Les blessures du LCA sont des pathologies de plus en plus fréquentes, surtout ces 20 dernières années, surtout chez les enfants et les adolescents, surtout ces dernières années, c'est très alarmant. Au moins 70 des blessures du LCA surviennent sans contact. La lésion a une incidence supérieure chez l'athlète féminine comparativement à l'athlète masculine, parce qu'il y a des spécificités, on va les voir. Le risque de récidive itératif ou non est également répertorié comme supérieur aussi chez les femmes. Le mécanisme lésionnel, on a trois mécanismes qui sont les plus connus, en décélération, changement de direction et réception de saut. Mais en général, on retrouve surtout dans les sports, ce qu'on appelle les sports à pivot.
le fameux mécanisme lésionnaire, on retrouve ce fameux valgus dynamique, comme on a dit, dans la décélération, le changement de direction, la descente d'un saut, la rotation, on retrouve cette rotation interne du fémur par rapport au tibia, et donc une rotation externe du tibia, et donc le ligament se retrouve dans un porte-à-faux et surchargé et donc rompu. Les facteurs de risque. Plusieurs facteurs de risque ont été déterminés à travers plusieurs études. J'ai essayé de les classer selon les types. Bien la génétique, eh bien, les facteurs génétiques jouent un rôle important et reste à déterminer ça, à valider ça par des études. Il y a peu d'études sur le sujet de la génétique. Les hormones, même chose, surtout chez la femme, en relation avec le cycle menstruel. Plusieurs études ont démontré une laxité de 0,5 mm au niveau des ligaments. Et ça joue un rôle, c'est un facteur déterminant. C'est à la limite des entorses. La blessure antérieure, j'ai mis ça en rouge parce qu'on va y retourner. Comme pour d'autres blessures musculo-squelettiques, l'un des facteurs prédictifs les plus importants est la blessure antérieure. L'âge et le genre, bien que le taux augmente avec l'âge pour les deux sexes, les filles ont le taux le plus important, immédiatement après le pic de croissance. Les facteurs anatomiques anthropométriques, l'indice de masse, le poids aussi augmentent le risque. L'angle du quadriceps, c'est-à-dire culon, entre le droit fémoral et le tendon rotulien, l'échancrure intercondylienne comme facteur anatomique aussi, parce que sa forme anatomique représente un risque pour le ligament, car elle peut, à n'importe quel mouvement d'entorse, de valgus dynamique, rupturer, couper le ligament. Facteurs neuromusculaires, un contrôle neuromusculaire faible de la hanche et du genou ainsi que les déficits de stabilité ont été montrés comme des facteurs de risque. Les sports de compétition, de réception de pivot aussi, le sport lui-même représente un facteur de risque. La translation de tibia peut être modulée par l'ischio-jambier quadriceps, c'est-à-dire la coordination intermusculaire. La fatigue aussi est citée comme un facteur de risque, puisqu'on remarque que la plupart des ruptures de LCA surviennent à la fin des matchs ou bien à la fin des mi-temps. Ce qu'on connaît aussi pour l'apport, pour le pronostic de la chirurgie, on sait que 80% auront une bonne reprise, mais 55 à 70% vont pouvoir retrouver leur forme initiale, c'est-à-dire rejouer au même niveau avant la rupture du LCA. 6 à 25% de re-rupture de la greffe, 15% surtout dans les 7 mois après 7 mois après la reprise du sport, la reprise de la compétition, je veux dire. Et le risque est plus important pour les adolescents, puisque maintenant on a des recommandations pour les adolescents et les jeunes athlètes de reprise après 2 ans. Il vaut mieux attendre 2 ans pour la reprise du sport. Cette recommandation a été même donnée aussi pour les athlètes de haut niveau, les grands athlètes. Mais on est maintenant, les recommandations sont sur 9-12 mois. Sur de 9-12 mois pour la reprise du sport. Cette méta-analyse a été faite par Claire Arden, une physiothérapeute australienne. C'est-à-dire, on a vu les outcomes, les résultats, les données qu'on a sur les athlètes sur 2-7 ans après la reprise du sport. Eh bien, les résultats ont été très alarmants, puisque on retrouve qu'à 2-3 ans post-opératoire, on a 65% qui jouent encore
au même niveau de reprise. C'est-à-dire il joue encore au haut niveau. Mais Pardon, Salah. Je pense que Salah a un petit souci avec son dialogue. Donc, on va attendre juste quelques instants pour voir si c'est possible qu'il se reconnecte. Très bien. Salah, واش كتسمعني؟ Voilà, je pense qu'on a récupéré Salah d'abord. Oui, Salah, on va attendre que la connexion se stabilise. le son est bon? Salah? كاين مشكل في le son واقيلا؟ Oui. D'abord, ما بقاش المشكل في le son, donc je pense que là c'est rétabli. فوقاش مشى le son؟ Je pense à dire ça, نرجعوا d'une slide, ouais. Voilà, exactement. On est en train de parler de l'étude, du retour au sport 2 à 7 ans après. Oui. Le son clair, hein? Oui, le son est clair. J'attends le retour des les gens qui participent et tout, comme ça, ils disent qu'ils se bien. Mais j'arrive à t'écouter, j'arrive à t'entendre. C'est bon, ça va? Ah, c'est bon. Ok. Démarrer? Vas-y, quand tu es prêt. Okay. Okay. Donc, comme je l'ai dit, pour les résultats concernant après chirurgie, on a 80% de reprise du sport, 55 à 70% de retour au même niveau avant la blessure, 6 à 25% de rupture de la greffe, 15% de rupture après la reprise à 7 mois après la reprise, et le risque augmente si le sujet est jeune, avec les jeunes athlètes et les athlètes adolescents. Une autre étude a été faite, c'est une méta-analyse sur les données qu'on a sur 7 ans après la reprise des athlètes qui ont eu une ligamentoplastie. Eh bien, les résultats ont été très alarmants puisque à 2-3 ans post-opératoire, on a 65% qui sont encore actifs au même niveau. Mais à 5-7 ans, on a seulement 16% qui sont encore actifs au même niveau, c'est-à-dire qu'ils pratiquent au même niveau. Ce n'est pas la pratique sportive, mais la pratique sportive au même niveau ultérieur à la ligamentoplastie. Donc, ce qui pose plusieurs questions. Et les causes, on peut déterminer selon les points suivants. La récidive de rupture, on a des récidives. Les mini-sectomies secondaires, après la reprise, on a des mini-sectomies secondaires. L'atteinte contralatérale et
la survenue d'ostéoarthropathie. C'est parce que parfois on a des atteintes chondrales. On a des atteintes chondrales du cartilage qui peut aggraver le pronostic. Pour les causes, on a un retour au sport trop précoce, basé sur des critères imprécis et non adéquats, parce que maintenant on parle de critères de reprise qui sont basés sur la clinique et non sur la chronologie, parce que la plupart des kinés ou bien des médecins donnent la décision de reprise basée sur la chronologie, sur le temps. C'est-à-dire dès qu'il l'athlète, ici au Maroc, par exemple, à 4 mois, il lui dit il faut que tu cours, tu dois être en train de courir. À 6 mois, tu dois être sur tu dois être au niveau pour pratiquer ton sport. Mais c'est pas ça qui va juger le pour ou le contre pour la reprise de l'activité sportive. C'est la clinique qui va juger, c'est la forme clinique qui va juger. Une rééducation qui n'aborde pas les facteurs prédisposants spécifiques au sport visé qui ont déjà mené aux premiers accidents. Et c'est ce qu'on va voir, le facteur neuromusculaire. Une rééducation qui ne comble pas le déficit neuromusculaire, c'est ça que j'ai dit, sur le membre opéré, ce qui expose également le genou opposé à un risque accru de lésion. Donc, c'est ça les causes les plus importantes qu'on a retrouvées qui nous ont mené à ces statistiques, à ces données alarmantes. Donc, ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la notion de neuromotricité, c'est-à-dire comment le corps interagit avec cet épisode initial de lésion et comment il réagit avec ce processus de rééducation et de prise en charge, avec la chirurgie initialement, avec la chirurgie, l'accident, la chirurgie, la prise en charge, et est-ce qu'il y a des lacunes qu'on peut retrouver, un chaînon manquant qu'on a négligé pour que la reprise soit faite dans les meilleures conditions. Eh bien, on retrouve cette notion de neuromotricité, c'est-à-dire le schéma d'apprentissage psychomoteur de façon générale chez le sportif que chez l'humain. Il passe par un processus d'apprentissage moteur qui va engendrer un pattern de mouvement, n'importe quel pattern de mouvement, s'incliner, courir, sauter, soit il est optimal, soit il est dysfonctionnel. Et ça, en se basant sur un contrôle neuromusculaire régulateur qui va optimiser ce mouvement. Pour revenir à l'origine, eh bien, il faut savoir que le mouvement, comment il est créé, par la perception, la stimulation du cortex moteur, par l'aire préfrontale, c'est-à-dire qui va planifier, avoir une intention au début, planification et puis la cognition du geste, connaître le geste, pour faire surtout au niveau du pont cérébral où il y a les mouvements de base et il y a le contrôle postural. Eh bien, à travers l'interaction des perceptions sensorielles à travers le cervelet qui va les réguler et les analyser, on a un signal. Je pense qu'on vient de reperdre très brièvement Salah. Là, on a repris. Je prie les gens qui nous regardent d'être compréhensifs le temps qu'on passe. Un problème encore à dos. Salah, oui, l'audio il a coupé à un moment, mais il n'y a pas longtemps, il y a juste 30 secondes là. Donc on était toujours sur la vue d'ensemble. Ok. C'est bon? Yes, oui, on peut y aller.
Oui. Donc, comme je l'ai dit, l'origine du mouvement, on a parlé de comment le mouvement est engendré chez l'être humain. C'est une intention, ça commence par une intention, une envie, parfois au niveau du système limbique. Parfois, c'est un désir de boire de l'eau, de faire quelque chose. Et cette intention va être planifiée au niveau du cortex prémoteur à travers les informations stockées au niveau. D'accord. Je pense que Salah a un petit souci de connexion. Là, on vient de perdre le partage d'écran aussi. On vient de le récupérer en audio. Ça va être passionnant aujourd'hui. Voilà. Je pense que là, on a récupéré. Salah, Katsmani. Oui, Kassimane. Très bien. Maintenant, le partage d'écran, on va donc on va attendre un peu que ce soit remis en place. Bon. Là, on est sur le taping. Voilà. On va refaire le webinaire de taping. Après là. D'accord. Voilà. Le ligament croisé a toujours été une pathologie compliquée, donc ça s'explique, même pour le webinaire. Oui. كيتقطع بزاف عندي. حتى لا فوا ديالي انا كتقطع عندك؟ لا لا فوا ديالك مزيانه في البورطابل عندي مزيانه غير في البيسي داكور. واش المشكل عندي ولا ما عرفتش. ماشي مشكل. Je pense on peut réessayer, on peut retenter ونشوفوا. Peut-être que c'est juste une fois ou deux fois, mais on peut retenter. انا ثاني بيتو. C'est bon? Mazal, je ne vois pas l'image عندك. Ouais, là c'est bon. Là on voit le PowerPoint. C'est bon, مزيان دابا؟ Oui, on peut y aller. Ok. Comme je l'ai dit, l'origine du mouvement. On a une intention, la planification et la cognition, le contrôle de ce mouvement, la planification de ce mouvement, la cognition de ce mouvement à travers les informations stockées au niveau du tronc cérébral et la régulation du mouvement à travers plusieurs entités, le cervelet, la connexion sensorimotrice et l'exécution du mouvement à travers la commande motrice et l'exécution du mouvement à travers les organes effecteurs, les muscles, les muscles, les chaînes musculaires et tout ça. Donc, mais le problème, c'est quand on a de la douleur. Eh bien, la douleur, c'est une stimulation locale qui va nous donner une influence régionale et puis une modulation au niveau du système nerveux central. Et c'est ça ce qu'on appelle maintenant la centralisation de la douleur au niveau central, c'est-à-dire comment, c'est comme ça qu'on a validé le fait est comment la douleur passe d'un stade subaigu à un stade chronique. Mais on est plus maintenant sur l'influence. Comme je l'ai dit, il y a des impulses
des afférences qui passent au niveau central, qui modulent, qui créent des changements au niveau central. Et cette interprétation de ces informations au niveau central le cerveau va essayer de réguler ces changements en recréant cette homéostasie, en recréant cet équilibre, en créant parfois des compensations, des modifications. Et ceci va créer des problèmes, surtout dans le cas du LCA. On va passer des afférences nociceptives qui va altérer la somatosensibilisation au niveau central. Cette neuroplasticité va inhiber la perception au niveau proprioceptif, au niveau articulaire. On a un contrôle postural qui est délétère et aussi on a un passage d'une capacité sensorimotrice pure, couplée avec un contrôle proprioceptif et un contrôle moteur, un passage à un couplage visio-sensitif. C'est-à-dire l'athlète va plutôt que se fier à ces sensations, à la perception articulaire pour garder l'équilibre et le contrôle moteur, va essayer de compenser à travers ces autres va essayer de compenser à travers ces autres entrées sensorielles, à savoir la vision. Si Hamza, واش باقا الامور مزيان؟ دابا باقي الامور مزيانه انا زعما دونك الا كان شي ان سوسي ولا هذا تنكيت با انا جو te prévenir mais دابا c'est bien, c'est clair. Eh bien, comme on a dit, en effet, après lésion du SRA, la reconstruction, après lésion, reconstruction, réhabilitation, retour au sport, ils ont observé une neuroplasticité chez les sportifs blessés, c'est-à-dire capacité du système nerveux central à s'adapter aux changements fonctionnels et morphologiques du corps humain. Eh bien, l'altération à travers, comment expliquer ça? C'est l'altération des signaux proprioceptifs afférents des mécanorécepteurs endommagés, ainsi que les afférences nociceptives de l'articulation du genou, impliquées par le traumatisme initial et l'intervention chirurgicale. Et donc, ils ont induit une neuroplasticité de compensation dans la réalisation d'un mouvement souhaité. Comme exemple, on a une diminution de la capacité du quadriceps à générer des potentiels d'action. On retrouve aussi ce qu'on appelle l'arthrogenic muscle inhibition, c'est où les réflexes spinaux contribuent dans ce phénomène à travers l'inhibition, l'incapacité des muscles, surtout le vaste médial, à se contracter. Mais aussi, on a trouvé qu'il y a des études qui ont déterminé qu'il y a des facteurs supraspinaux, c'est-à-dire centraux, qui jouent un rôle dans ce phénomène de l'arthrogenic muscle inhibition, c'est-à-dire une inhibition arthrogénique du muscle. Une étude aussi importante, elle a été faite par Dustin Grooms, rappelez-vous de ce nom, c'est l'expert en ce moment dans le domaine des neurosciences, de l'application de neurosciences, surtout de cette notion de neuroplasticité dans la prise en charge des ligaments croisés antérieurs. Eh bien, il a mis en évidence que ce phénomène de neuroplasticité à travers la récolte de beaucoup de données, surtout l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, c'est-à-dire dans l'action, on demande aux patients de faire une triple flexion, triple extension du genou et on le met in vivo durant l'exécution de Salah, si tu m'entends, on a été recoupé à l'audio.
وجعل الجمهور ما يتقلقش منها. Non, non, ça va. Enfin, il y a de l'intérêt. J'espère seulement qu'ils pourront, enfin, ils pourront suivre quand même. Donc, ce qu'on a retrouvé à travers la récolte de ces informations, c'est-à-dire pour reprendre, c'est la récolte des informations de in vivo, un mouvement de triple flexion, triple extension par l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est qu'après une lésion du SA, on remarque une augmentation de l'activation des aires motrices primaires et des aires de planification, alors que l'activation cérébelleuse, elle diminue, l'activité de régulation. Ces modifications confirment l'utilisation de mouvements, de nouveaux stratégies d'apprentissage pour viser spécifiquement les aires neurales considérées. Le profil d'activation des sujets après la reconstruction du ligament croisé indique un transfert vers une stratégie, comme on a dit, visiomotrice et visiomotrice pour réaliser des mouvements du genou. Comme résultat, eh bien, on peut, pour remédier à ce problème de compensation visio-sensorimotrice, on peut utiliser ce qu'on appelle le stroboscope, les lunettes stroboscopiques. Et bien, ce qu'ils font, ces lunettes stroboscopiques, c'est qu'ils créent des nuances, des changements visuels que le thérapeute, le kiné, peut utiliser pour diminuer l'afférence visuelle et inciter un petit peu l'athlète à utiliser surtout cette perception articulaire de positionnement et de perception du geste. Pour vous montrer quelques exercices, j'ai quelques vidéos à vous montrer. Donc, c'est un exemple d'exercice avec. Pardon. Salah, اسمح لي حيتي le plein écran, non? Parce que là, on Oui, est en train de voir directement. Okay. Je vais montrer une vidéo. D'accord. Je vais montrer une vidéo. Pas encore, non. شوف رجع إلا قدرتي ترجع le partage d'écran. في les options ديال le partage d'écran غادي تلقى la fenêtre à choisir واختار la fenêtre اللي فيها la vidéo pour voir. Oui. C'est bon? Ah, ouais. Oui, là on voit, Donc, on voit la vidéo. L'exercice, oui. Un drop box, c'est-à-dire on descend du box, mais vous allez remarquer avec les lunettes stroboscopiques, pour limiter l'apport visuel, l'apport des afférences visuelles, on a un drop, hop, l'athlète descend du box, il va faire un shift latéral vers la gauche. On remarque ce contrôle du genou droit, tout en ayant un mouvement, un task, c'est-à-dire une
a reperdu la connexion avec Salah. Je pense que c'est un peu difficile. Elle surcharge son PC de la vidéo, de la présentation, de Zoom et tout. Donc là, on voit que Salah est de retour. En audio, Salah? Oui, oui, un amac. Très bien. J'attendais aussi de voir le temps que la vidéo se mette en marche, parce que la vidéo, quand je image par image. Donc, je pense qu'il y a moyen de la relancer. Oui. J'ai juste un décalage d'image. J'aimerais Abdrahim aussi qu'il me confirme. Abdrahim, est-ce que tu vois la vidéo fluide ou là tu la vois coupée? Je sais pas, c'est Salah. Il Oui, va c'est bon. la vidéo بلا فيتاس العادية ولا بالعرض البطيء؟ لا حيت يمكن مع الكونيكسيون واقيلا ما تيبانش مزيان. Question de connexion, oui, d'accord. Voilà, si on peut juste la relancer. Voilà. La vidéo, il y a la présentation. Salah. Tac, tac. Voilà. Et là. Alors, كاين شي مشكل عندك سي صالح اليوم la connexion malheureusement c'est On va essayer. Moi, on va passer la vidéo, monsieur Mousti. Moi, l'idée de la classe, il y a un drop du box, qui est l'usage de lente stroboscopique, c'est-à-dire, ou d'ailleurs, les techniques, c'est vrai que c'est vrai que des lunettes stroboscopiques, c'est la technologie nouvelle, mais ça n'empêche qu'à un certain temps, pour augmenter la difficulté de certains exercices, on demande à l'athlète, ou bien au sportif, ou bien au patient, de fermer les yeux. Tout simplement, oui. C'est le même principe. Le même principe. C'est pas trop gênant. C'est pas comme fermer les yeux. On essaie de limiter un petit peu avec les inférences visuelles. Donc, on a parlé le fait est que, comme on a dit, la présentation en général, non. On va y arriver, on va y arriver. Tac, tac. Là, on t'entend, elle a le son, mais elle manage la vidéo de l'image, ça là. Sarah, est-ce que tu m'entends? Oui, Sarah?
bien. Donc, j'en profite pour remercier les personnes, les baqel ma'ana, qui se les contraintes techniques qui nous un peu. Mais je pense personnellement que la présentation vaut la peine. Donc, de toute façon, c'est Hamza, les contraintes, ماشي احنا السبب فيها. De toute façon, malheureusement, بزاف الناس كيعانيوا من الكونيكسيون، حتى الناس اللي عندهم الكابل كاع ديجا، ماشي غير 4G ولا. انا دابا كتسمعوني؟ دابا كنسمع. دونك انا كنسمعك. les lunettes stroboscopiques, c'est comme un outil pour lutter contre le processus de compensation mis en place par le cerveau à travers cette neuroplasticité pour compenser le déficit qu'a engendré cette blessure, l'intervention chirurgicale, ce processus de rééducation. D'accord. Deuxième niveau, c'est l'apprentissage moteur. On a les facteurs qui ont mené à ce déficit, mais nous, comme kinésithérapeutes aussi, on peut mettre en place un processus d'apprentissage moteur qui va lutter contre l'installation de cette neuroplasticité. Eh bien, une étude a été faite. Salah, il y a un problème au niveau du son, Salah. Ce qu'on appelle le motor learning, en apprentissage psychomoteur, et le rôle de ce processus de psychomotricité dans la prévention et de la potentialisation des résultats de la rééducation. Eh bien, il a suggéré 4 points pour avoir un apprentissage moteur optimal. Il y a ce qu'on appelle l'external focus of intention. Eh bien, c'est le tirage de l'intérêt par stimulation externe. Comme exemple, on voit ce mouvement de stabilité unilatérale. On a soit un stimulus interne, c'est-à-dire on demande au sujet d'essayer de stabiliser ton tronc, stabiliser ton genou, et à travers les sensations que perçoit l'athlète, il essaie de stabiliser, de corriger le mouvement. Mais le focus externe, c'est on lui donne un bâton et on lui demande de contrôler l'alignement à l'horizontale de ce bâton. Et cette distraction, ce focus externe nous mène à un règlement, un réglage du mouvement et l'optimisation de ce mouvement et de cet exercice. Et donc, essayer de lutter contre ces mécanismes de compensation. Deuxième niveau, c'est l'implicit learning, c'est-à-dire à l'opposé, c'est l'explicite. C'est éviter de trop expliquer, donner des explications et des instructions à l'athlète pour corriger son exercice ou bien sa technique. Par exemple, dans la technique du squat, comme exemple d'explication explicite, eh bien, stand with your feet shoulder wide apart, c'est-à-dire mais العرض ديال الرجلين على قد العرض ديال الكتف. Mais l'implicite, l'expression implicite, c'est-à-dire tu peux penser à un ballon que tu tiens entre les genoux et tu dois serrer, stabiliser ce ballon. Et là, l'athlète Et là, j'imagine qu'on remarque que l'athlète a beaucoup plus de facilité à appliquer les exercices à dos. J'essaie de terminer la phrase. Pour toi, c'est ça là? Super. Le son, j'ai le son. Le son, quand j'ai le son. D'abord, j'ai le son, oui. Okay.
Donc, on peut redémarrer l'apprentissage différentiel. L'apprentissage différentiel, l'implicite, c'est comme je l'ai dit, l'explication explicite, c'est-à-dire dire au patient ou bien à l'athlète, par exemple, un exemple de l'exercice de squat, mets les pieds à la même largeur de tes épaules. Mais l'explication implicite, c'est-à-dire imagine qu'il y a un ballon entre tes genoux et donc le sportif va régler automatiquement la largeur de ses membres inférieurs, de son train inférieur et exécuter le mouvement de façon efficace. Le differential learning, l'apprentissage par différenciation. Par différenciation, eh bien, on peut soit changer d'environnement, changer de but de l'exercice. Par exemple, on peut intégrer un mouvement pendant les sauts, intégrer des demandes ou bien d'autres exercices en changeant de façon impérative, non programmée, sans que l'athlète prenne conscience de changer l'exercice au fur et à mesure, ou bien intégrer une autre modification durant l'exécution de cet exercice. On peut aussi jouer sur le changement de l'environnement et le changement au niveau interne de l'athlète, c'est-à-dire exercer avec fatigue ou bien sans fatigue. Cet exemple, on l'utilise beaucoup en préparation physique pour l'apprentissage et l'optimisation du geste technique, c'est-à-dire on reprend le même geste dans un travail à but purement technique, mais on reprend le même exercice, on l'intègre de façon spécifique dans un exercice de préparation physique spécifique, mais le but aussi, c'est de retravailler avec les mécanismes techniques tout en travaillant les qualités physiques. Aussi, dans un but plus spécifique, on retravaille avec les techniques pour potentialiser avec l'exercice ou avec les techniques. On peut le travailler avec fatigue ou bien sans fatigue. Le but ultime, avec l'exercice, c'est d'être un environnement qui est chaotique, qui est l'environnement de la compétition. J'espère que j'étais clair. Le quatrième niveau, c'est le Self-Controlled Learning and Contextual Interference. Même chose, essayer de créer le maximum de stimulus, même exercice, mais avec des alternances de difficultés et de stimulus sensoriels et de demandes demander des tasks à l'athlète pour utiliser l'approche, être dans une approche cognitive. Eh bien, pour terminer, enfin, ne pas négliger les contributions de la fonction du système nerveux et de sa réorganisation dans nos processus de réhabilitation des blessures du LCA. Travailler sur la gestion précoce de la douleur, c'est le problème important. L'éducation à la douleur, le comportement, essayer d'éviter le comportement d'évitement et tomber dans la kinésiophobie. Intégrer une dimension psychologique pour limiter la présence de kinésiophobie. Compléter les interventions traditionnelles en ciblant davantage les capacités neuroplastiques, cognitives et visio-motrices. Utiliser des stratégies d'apprentissage moteur, en particulier de focalisation attentionnelle externe de l'attention pour aider à réduire la douleur et le traitement des informations afférentes à partir de l'articulation blessée. Incorporer une thérapie cognitivo-comportementale pour normaliser les schémas neuro-aberrants et réduire l'intensité de la douleur en cas de douleur chronique. Et je vous remercie. Mais ce que je veux focaliser aussi, c'est que la notion de thérapie cognitivo-comportementale
et plus on la retrouve beaucoup dans le milieu de l'entraînement sportif, l'éducation sportive, dans les métiers de l'activité physique, mais elle est un peu négligée dans la rééducation de la kinésithérapie, surtout francophone. Et ces dernières années, grâce aux études des anglophones, notamment Grooms, eh bien, on essaie d'intégrer cette thérapie, ce type de procédé de rééducation, afin de maximiser un petit peu, de lutter contre ces mécanismes de compensation. Parce que dans la kinésithérapie, de façon générale, dans le musculo-squelettique, on essaie de trop se focaliser sur l'articulation du muscle. On oublie cette notion globale de cette boucle neuromusculaire, que le mouvement est tout un ensemble de systèmes qui interagissent entre eux. D'accord. Est-ce que tu as rajouté, Mazel, encore quelque chose? Voilà. C'est parfait, ça va. C'était assez clair, c'était intéressant de l'approche neuromusculaire. Maintenant, est-ce que je voulais revenir, Anna, personnellement, un peu sur les. Parce que j'ai une question, le chat. Qu'est-ce que tu penses de l'OPREJA idéal, en fait, pour commencer à intégrer les exercices à douche, le protocole de rééducation? Dès le début. Dès le début de la rééducation. Parce que plus on a parlé de l'AMI, l'arthrogénique muscle inhibition, elle est inhérente à la sortie du bloc chirurgical. Moi, personnellement, j'ai été opéré d'un ligament croisé antérieur en 2014-2015, je ne me rappelle plus. Et je peux vous assurer que dès la sortie du bloc chirurgical, j'avais un muscle, comment dirais-je, moins 0. C'était aberrant. Le muscle, tu pouvais palper l'os. J'étais vraiment au top. J'étais vraiment en saison. C'était vraiment le mois 5, le mois 6, en mai, où j'étais en très bonne forme. Après la chirurgie, j'ai attendu 3 mois, rééducation et tout ça, pour que le genou un petit peu sèche le maximum possible. Donc, après la chirurgie, tu as un muscle. Je ne peux pas le décrire, vraiment. C'est vrai, on le remarque chez les patients, la fonction elle est diminuée drastiquement quand on touche le croisé. Oui. Et donc, si tu laisses l'AMI s'installer, même avec les techniques classiques, électrothérapie, techniques de neurofacilitation et tout ça, tu vas t'attarder et donc peut-être que tu auras ce phénomène de neuroplasticité et donc durant la rééducation fonctionnelle, tu auras des problèmes. Si tu n'as pas de problèmes assez évidents, eh bien, ton athlète est dans le risque d'avoir une récidive. Mais je ne dis pas que c'est un guide ou bien une recette, une technique que tu dois faire. C'est juste un exemple. Par exemple, avec l'exemple de l'athlète que j'ai montré, elle était à peu près au 4e, 5e mois. 4e, 5e mois à peu près. D'accord. L'athlète avec l'exercice en équilibre, avec la barre horizontale. Elle était favorable. Oui. On parlait du patient, de la patiente. Non, l'exercice de stroboscope. Le stroboscope, d'accord. Avec l'exercice pour l'autre patient, oui. L'autre patient, si l'évolution est favorable, deuxième mois. Pour avec l'exercice là,
باقي le partage d'écran. Bien sûr, baqa le partage d'écran, donc tu peux le montrer dessus, oui. Oui. Là, troisième mois, deuxième, troisième mois, il a l'évolution favorable, le genou est sec, sans douleur. Tu peux commencer cet exercice. D'accord. Il faut se fier aussi, comme tu as dit, il faut se fier à la clinique, il faut se fier aussi au pressenti pour un pivot, des patients. Oui. C'est la clinique qui va juger. C'est la clinique qui va juger. هذا l'exercice c'est plus difficile. C'est plus difficile avec les hauts sociaux, avec les hauts je pense quatrième, cinquième mois. Est-ce qu'on peut juste récapituler des exercices parce que déjà on dit que la partie et tout. D'abord qu'on a le slide est-ce qu'on peut juste les repasser de Redria, donc les trois types d'exercices? Exactement, non. Alors, comme je l'ai dit, il y a avec focus externe pour une autorégulation du mouvement sans avoir des focus internes. C'est-à-dire, comme exemple, comme je l'ai montré ici, tu demandes au patient de faire un squat unilatéral, par exemple, sur un plan instable ou bien stable. Au lieu d'avoir un focus interne, c'est-à-dire dire au patient, tu dois régler, corrige tes épaules, ton tronc, ton genou, il essaie de... Oui. C'est pas grave. Ou d'ailleurs, les références. Oui. Les études. Tu peux revenir les études, tu as fait les exercices. Les exercices, on a fait tu peux chercher tu vas exercices. Tu peux adapter selon le cas. Donc, comme je l'ai dit, l'external focus of attention, l'implicit learning, l'opposé c'est l'explicite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas détailler, mais il ne faut pas, mais il vaut mieux laisser l'apprentissage moteur sur la base d'ILO. Tu dois laisser avec le patient découvrir avec le mouvement et de recréer avec les sensations. Et recréer le feedback interne. Le feedback externe, c'est quoi le feedback interne, il est positif pour lutter contre les phénomènes de compensation installés dans le cerveau. C'est la boucle. Si tu commences à lui corriger, le tronc, le feedback il va être externe. Et donc, ma course de changement. Là, en fait, il perd la concentration de l'eau si on l'inonde les informations. Salah Din. أنا معك أستعمله. Ok. Donc on disait que voilà, ça rentre, enfin, ça oriente, ou ça nous oriente, ça oriente les kinés vers l'éducation du patient. Ça veut dire qu'on a le mot, en fait, comme on a des exercices déjà, comme ça il apprend à détecter ou à interpréter avec le feedback interne, justement, c'est ça? Oui. Oui. Voilà. Je pense que c'est une grosse partie de l'éducation avant la rééducation. Donc, c'est-à-dire, enfin, l'éducation pendant la rééducation. Oui. Parce que, comme tu as dit, le patient, il y a des directives, comment dire, beaucoup trop de détails, il se perd. Il cherche l'image complète. Il n'a pas la vision complète de l'exercice. Oui. Et il y a aussi l'apprentissage par différenciation. Par différenciation, soit différenciation des contextes,
comme ici. Différenciation du contexte, différenciation de l'environnement, différenciation sur l'athlète lui-même à travers la mise en charge, par exemple. On trouve ici, si vous voyez, perform change of athlete, perform exercise with weighted vest. C'est-à-dire, tu peux mettre une veste Rajouter une avec charge. des poids, lestés, par exemple, pour charger le mouvement et créer des avec le fatigue, sans fatigue, si tu changes, ça différencie les contextes d'exécution de l'exercice et ça stimule la capacité d'apprentissage et de différenciation des contextualisations de l'exercice, de l'exécution de l'exercice, et donc une amélioration et une potentialisation de la qualité de l'exercice et de la qualité de mouvement que tu veux que le patient maîtrise. Même chose pour le self-controlled learning and contextual interference. Même chose, beaucoup de stimulus, beaucoup de changements de contexte, équilibre, déséquilibre, son équilibre avec afférence sensorielle, sensorimotrice et tout ça. Dynamique, statique. Donc, c'est ça. Bon, c'est la partie de la rééducation où on se permet de s'amuser aussi avec le patient. Ça veut dire qu'on invente justement les facteurs externes de différenciation. C'est commencer à les inventer. Ça peut être, enfin, tout à l'heure, on a parlé de la veste, de la veste lestée, pour augmenter le poids. Moi, je pense aussi qu'on peut s'inventer des exercices smart aussi avec des élastiques, tout simplement, pour opposer des résistances ou des stimuli externes, comme tu as dit. Il y a aussi, on voit aussi les exercices avec lancer de ballon sur plan instable. Aussi, ça veut dire on le met sur le dos bosu ou là sur une surface instable et on essaye on travaille ça beaucoup plus avec les sportifs, mais on essaie de leur balancer des ballons ou là, des objets qu'ils essaient d'attraper tout en gardant l'équilibre. C'est le même principe, c'est ça. Et je pense que ça permet aux kinés d'inventer leurs propres exercices en fait. Tant qu'on comprend le concept de l'exercice. Le problème, j'ai cité les statistiques au début. On est proche d'une véritable pandémie de LCA, lésion de LCA. Mais le problème, Hamza, par exemple, la prévalence des lésions de LCA qui est le foot, ou les autres sports fédérés, le ski, donc les fédérations gagnent des assurances. Oui, donc les fédérations, je parle au Maroc. Donc les fédérations, ils ont une assurance. Le problème de l'assurance, c'est une assurance, oui, oui. Ils ont une assurance. L'ishkal, cette l'assurance, elle te prend en charge. Elle prend en charge en rééducation seulement entre 30 et 60 séances. Il y a 30 séances, 40 séances, 40 séances renouvelables. La deuxième série, qui attaque 30 séances. Donc, il est verti 3 fois par semaine. 60, 70, 60, 70 séances, ça va te donner très bien 4 mois, 3-4 mois très bien de rééducation. C'est ça. Non, c'est ça. Tu peux mettre le calcul. 3-4 mois de rééducation. Oui. Okay. هذيك 3-4 mois de rééducation واش يعني يلاه كتوصل لهاد ليتاب اللي كنهضروا عليها دابا تقريبا اللي هي كروسيال اللي هي لا reprogrammation neuromusculaire, le contrôle moteur, la reprogrammation neuromusculaire, l'apprentissage moteur, يعني la phase clé.
دونك كدوز هكذا يا اما كتعطي واحد البروغرام. انا شفت بزاف كيرجع عند لو شيروجيان كيعطي واحد البروغرام كذا كيقول لي هذا البروغرام ديال لا ريبريز ويسي نابورت كوا كيرجع دونك كتولي كاتاستروف ديكوبلي اولا كيمشي عند شي صاحبو ولا كيمشي عند شي اونترينور ولا كيمشي عند سميتو. دونك هاد لا فاز هادي حنا وكاين تقصير حتى من عندنا حنا لي كيني هو انه بزاف ما كنهتموش بهاد القضيه كنهتموا بزاف بلا ريكوبيراسيون دي زامبليتود بارتيكولير. سي تري امبورطون لا ريكوبيراسيون دي زامبليتود بارتيكولير ولكن il faut intégrer هذا لو طرافاي اللي درنا واحد لو بروسيسوس اللي هو تابع qui est dépendant de notre prise en charge. Et c'est une phase qui m'a dit c'est une phase clé pour avoir un retour complet avec succès. Ah, et puis c'est une rééducation fonctionnelle, comme tu as dit. Oui. Oui, on attend que le genou il sèche un petit peu, on récupère. Le LCA, moi, ce qu'il fait, c'est que c'est une pathologie qui est assez immobilisante. Donc, l'intervention, elle est de plus en plus facilitée, simplifiée par la technologie de la chirurgie et tout. Mais, avec 6 mois, le patient, il glisse 6 mois. Parce que la plupart tu as le médecin le kiné qui voulait dire le séance, mais le patient ce qu'il entend, il entend 6 mois, tu vois, il a le Coran, il a ces choses et tout ça. Donc je pense qu'il y a tout à l'heure aussi la reprise de certaines activités. Les activités sans rotation مثلا. C'est ça? Oui. On a parlé en fait de l'ordre l'augmentation de la difficulté des exercices, justement pour récupérer la fonction. On commence, si on peut juste la présentation. Oui. La présentation, c'est Hamza. Ce que je voulais parler, c'est seulement l'intérêt des neurosciences. Je ne suis pas focalisé sur le côté technique, d'arrêter un cadre de comment intégrer les neurosciences dans votre rééducation. La présentation la reprise ou la réutilisation de l'entraînement à l'effort, on va parler avec le côté plus technique, la progression ou l'intégration de quelques exercices dynamiques, neuromusculaires, fonctionnels, pour potentialiser avec le retour au terrain. C'est vraiment la progression à la baina, du facile vers le difficile, le linéaire vers le multidirectionnel, contrainte dans l'axe, contrainte pluriaxe ou bien contrainte rotatoire, stable, instable. Donc la progression, elle est logique. ولكن la clinique c'est elle qui guide avec la progression des exercices des difficultés d'exercice ولكن la clinique هي اللي كتخليك دوز من un exercice qui est facile moyen difficile performance. D'accord, ok. Qu'en est-il de la fréquence des contrôles avec le chirurgien? Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller? Parce que le patient il voit le chirurgien quand il le lâche pour la rééducation et qu'il le reprend après normalement, enfin il demande à le revoir après 2 mois. Ouais, c'est ça. Dis-moi qu'est-ce qu'on a avec le contrôle des 2 mois, 3 mois, qu'est-ce qu'on a avec le contrôle des 15 jours, parce que quand 15 jours, 20 jours, parce qu'il y a le chef. Donc من وراها صافي تيقول لي دونك كمل هاد لا ريدوكاسيون ديالك على حساب 40 séances 30 séances donc ça va faire un petit peu واحد 2 mois من بعد هذيك 2 mois كيدير الكونترول الثاني كيعطي البروغرام ديالو تيقول لي tu vas reprendre هذا البروغرام هذا صافي تيغبر عليك اون جينيرال هادشي اللي تلاحظ مخطا الا كان مثلا ولد البلاد كما تنقولوا هذيك الساعه كتلاقى معاه تقول لي فين غبرتي ما كاينش او لا الا كان سامع بانه راه تبع مع فلان من الاحسن تبقى معاه تدير لا ريبريز ديالك مزيان وكذا وهذه ولكن بصفه عامه هذاك الميساج كيدخل راسك تيقول لي صافي سالي الترويض نورمالمون سالي الترويض بحال كتيقولوها
Exact. Donc, هذاك هو le piège. C'est l'itrouille. Ah, c'est ça, c'est la responsabilité Mais du non, team, ce c'est de qu'on pousser veut les faire, tests au maximum. oui, oui, oui. Oui. صوت مشى؟ Est-ce que tu m'entends là? لا لا كنسمعك كنسمعك. D'accord, très bien. Je vais voir si on a des questions. D'accord, ok. عندنا خويا صلاح الدين عندنا في السيركونيما اللي بغى يشرفنا بالحضور ديالو. Donc j'attends de voir غير avec Abdelrahim pour voir comment on s'organise pour pouvoir ok. Tac tac. Très bien. اسمح لنا صلاح الدين. تفضل تفضل. Entretien là. Tac tac. Alors, Oui, Abdelrahim. تبارك الله عليكم، تبارك الله على سي حمزة سي صلاح الدين. وديزولي لي كوليغ اللي كانوا معنا، مالوغوزمون الانترنت ما عرفش في سيدي بان نورمال اليوم. واش جديده زعما دي كونفينمون هذا، وما عرفتش المشكله شنو هو. جديده راه زون 1 انتم. ففي Non, mais انتظار c'est le souci technique, ça arrive. Ça. سي كونيما محمد. Mhm. Alors, je vais voir est-ce qu'il y a déjà des questions concernant. Alors, quelle est la relation entre l'état psychologique et la fonction du genou du patient? La question de Jalila, Madame Jalila Gigi. Oui, c'est ce qu'on a dit. On a dit que cette notion, comme je l'ai dit, la douleur est inhibitrice. Cette douleur, ce passage d'une douleur aiguë, subaiguë, par un phénomène de plasticité, de centralisation de la douleur à une douleur chronique, il y a tout un phénomène psychologique dedans, c'est-à-dire un phénomène de ce qu'on appelle le catastrophisme, d'évitement, phénomène de kinésiophobie. C'est un processus qui intègre tous les schémas de la psychologie et de l'émotionnel et tout ça. Donc, la psychologie joue un rôle très important dans notre approche de rééducation. Il faut décatastrophiser, banaliser, essayer d'éduquer le patient à la douleur pour que ce facteur-là ne soit pas un facteur négatif, un facteur délétère qui va influencer sur les résultats de notre rééducation. C'est ce qu'on appelle le facteur biopsychosocial, dans la prise en charge des troubles musculo-squelettiques. C'est un facteur très important.